je vais passer la parole à mon collègue Max, qui va nous entretenir sur ce sujet de développement des infrastructures et communautés techniques. Voilà, bonsoir, bonjour, bonsoir. Je suis Max. Je m'appelle Massimiliano, c'est mon nom complet. Mais Max, c'est plus simple à utiliser. Merci, Victor, pour l'explication de manière. Vous pouvez me poser une question quand vous voulez. Je suis ici pour expliquer qu'est-ce que le projet, pour expliquer qu'est-ce que sont les points d'échange d'Internet et pour vous faire comprendre le rôle qu'ils jouent, qu'ils ont dans l'Internet au niveau global, au niveau local et au niveau d'une certaine area. Excusez-moi pour mon français, je suis italien, j'habite en Suisse, mais je n'habite pas dans la partie de la Suisse qui parle français. Donc, je n'ai pas très de chance pendant l'année de parler français. Donc, mon français n'est pas très fluent, n'est pas bon comme je vous voudrais. Donc, qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? Permettez-moi d'utiliser le slide ici. Les slides seront en anglais, mais je vais parler en français. Et vous pouvez aussi poser les questions en anglais pour moi, parce que je parle anglais. Le projet s'est appelé Infrastructure and Community Development Project. Victor l'a introduit en français. Il s'agit de créer partie de l'infrastructure pour permettre à l'Internet de s'enlarger, d'être plus performante, d'être plus comment se dit, pour être plus performante, mais dans la partie de l'interconnexion. Il s'agit d'aider les opérateurs locaux, les opérateurs nationaux, les opérateurs du continent de se connecter pour rendre l'Internet le plus fort possible, le plus interconnecté possible pour permettre un bon échange de paquets, de dates, de fichiers, de tout ce qui va sur l'Internet. Et avec ça, avec l'infrastructure, dans ce projet, on aide à créer des communautés locales pour aider le provider, pour aider les opérateurs, pour aider le personnel des opérateurs à comprendre mieux comme l'Internet, l'Internet fonctionne, comme opérer tous ensemble à rendre l'Internet plus performante, à s'interconnecter, à créer une communauté au part de l'Internet. Dans le pays, dans les pays où les communautés ne sont pas très gros, on a des problèmes généralement à comprendre. C'est comme l'Internet, comme il s'agit d'être connecté, d'être branché, d'être connecté.
Et donc, l'Internet n'est pas un certain niveau de performance. Mais comment s'agit-il? Le projet s'est divisé en deux parties, un pour l'infrastructure et un pour le développement des communautés. Et en plus, il s'agit de travailler au niveau régional. Il s'agit de se concentrer, par exemple, dans mon travail, je participe dans le projet et mon focus, c'est en l'Europe. Mais l'Europe, c'est l'Italie, c'est la France, c'est la Suisse, l'Allemande, mais c'est aussi la Russie, c'est aussi le... non, c'est pas un problème, Victor. J'essaie oh, let's try switching. You saw me struggling. Let me switch also in the... Yeah, I don't want you to... Je vais passer à l'anglais. Victor, vous avez remarqué que j'ai du mal à m'exprimer en français? Nous avons une approche régionale pour le travail que nous faisons. Nous avons divisé tous par région et nous avons des équipes dédiées. Your slides. Des équipes. I'm not seeing your slides. Vos diapositives, s'il vous plaît. Nous avons des experts particuliers par région. Dans chaque région, je travaille essentiellement dans la région européenne. L'Europe n'est pas seulement l'Europe de l'Ouest, c'est également l'Asie centrale, les pays Caucase. C'est là où je gère les IXP, mais l'Internet est différent dans cette région qu'en Europe de l'Ouest. La connectivité coûte cher. Il est difficile et compliqué d'installer l'IXP. C'est là où nous avons mobilisé les communautés locales pour développer des points d'échange nouveaux, mais aussi de nouvelles communautés. Je vais en parler en détail. C'est quoi les points d'échange? De quoi est-ce qu'on parle? Nous parlons d'infrastructures. Lorsque vous envoyez des données sur Internet, vous êtes connecté à votre machine locale, à votre ISP local. Vous pouvez être connecté à votre ISP local, national ou régional. Dans des situations où il n'y a pas de communauté locale, où il n'y a pas d'échange local, votre ISP peut être votre prestataire de service qui paye un autre fournisseur. Là, vous voyez que c'est indiqué transit. Ils doivent donc payer un autre prestataire de service pour acheminer vos données et l'envoyer à d'autres opérateurs. Par exemple, lorsque vous accédez à un site web, il est possible que le contenu du site web soit dans un autre pays. Pour atteindre ce pays donné, vous avez votre fournisseur de services qui va payer un autre opérateur télécom pour acheminer ces données. Peut-être que les prestataires de services se trouvent dans le même pays. Il s'agit d'un phénomène où nous témoignons que l'argent quitte le pays. La compagnie locale devra peut-être payer une entité externe, peut-être qu'il s'agit de multinationaux dans d'autres pays qui se font de l'argent tout en rendant disponible ce service à d'autres fournisseurs de services Internet qui n'ont pas la capacité d'atteindre le reste du monde.
mais en fournissant un concept simple. Imaginez que les deux ISP dans les mêmes pays s'accordent et décident de se mettre d'accord à échanger le trafic avec une connexion directe ou à travers un point d'échange Internet et se rendent compte que l'échange est bénéfique aux deux. Là, ils économisent de l'argent et se rendent compte que la connexion directe entre les deux permet d'éviter le transit qui n'est plus utile et n'ont plus besoin de payer pour ce trafic. L'argent reste dans le pays, il y a moins de latence et plus de résilience, puisqu'il s'agit d'une seule connexion supplémentaire. Ceci est fait pour atteindre les mêmes réseaux de l'autre côté. Si un jour quelque chose se passe à la connexion directe, par exemple, lorsqu'un fil est coupé, les données peuvent prendre un autre chemin pour un moment donné. Et là, le contact est réétabli. Là, c'est lorsque vous avez deux prestataires de services. Imaginez que vous avez un point où vous avez des fournisseurs multiples dans une classe donnée. Et c'est là que nous commençons à avoir un point d'échange Internet. Imaginez un point d'échange qui est un switch, un matériel sur lequel les fournisseurs se connectent et échangent les données au niveau local. Le bienfait émane de la connexion des fournisseurs. Dans ce cas, nous avons un exemple avec Microsoft, Netflix, Amazon. Et quel est le bénéfice lorsque vous avez des opérateurs pareils avec des noms connus se connectent au point d'échange local? En tant qu'utilisateur, imaginez que vous essayez de regarder un film sur Netflix et que le contenu est près de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher le contenu dans un autre pays, dans un autre continent. Nous avons une question de Nestor. Il s'agit, je ne comprends pas vraiment cette question. Nous sommes en train de parler des points d'échange. Donc, dans ce cas, je vois que Victor a levé sa main. Peut-être qu'il veut m'assister. Oui, j'essaie de retrouver la question. Et je voulais aussi attendre que tu finisses ta présentation. Comme ça, nous allons... Okay, all right. So that's good. Je préfère répondre aux questions au fur et à mesure. Alors, l'infrastructure avec le point d'échange ne sont pas en fait pris en considération par les régulateurs. J'ai grandi en Italie et je me rappelle, j'étais fournisseur de services Internet et je suis en contact continu avec les points d'échange et il n'y a pas de régulation. Ils n'ont besoin que d'être inscrits en tant qu'opérateurs de réseau, mais dans des pays comme l'Italie, la Suisse, la France et l'Allemagne, vous n'avez besoin que
je dirais que la barrière d'entrée est vraiment faible. Il n'y a pas de régulation faible concernant les points d'échange Internet. Alors, quel est le défi pour mettre en place points d'échange? C'est dans les pays où les gouvernements veulent contrôler les données. On a eu des difficultés lorsqu'on a eu à discuter avec les pays dans la région du Golfe où il y a des gouvernements qui veulent contrôler ce qui est disponible sur Internet et ce qui ne l'est pas, et établir l'IXP dans ces cas peut être délicat. Dans la région du Golfe, il y a des moyens, dans la plupart des cas, où les gouvernements veulent établir des points d'échange Internet tout en ayant un certain niveau de contrôle quant à ceux qui se connectent et à l'échange des données, de façon à ce qu'ils puissent contrôler ce qui est en train d'échanger. Vous confirmez que c'était bien la question. Merci. L'appairage. Alors, l'appairage est fait pour tout type de données. Au moment que vous êtes lié à un réseau, vous échangez n'importe quelle donnée. Si la source et la destination sont liées, l'échange de données se fera en prenant le circuit le plus court. Au moment où vous avez la connexion, tout type de données, que ce soit les emails, HTTP, la diffusion en contenu, sera possible grâce à cette connexion. Normalement, vous ne créez pas de distinction entre les deux. Avec deux fournisseurs, est-il possible d'avoir l'IXP? Dans ce cas, non. La définition de point d'échange Internet commence lorsque vous avez 3 ou plus réseaux qui décident de se connecter. Si vous en avez que 2, vous aurez une connexion directe, un appairage direct, mais vous n'aurez pas la possibilité. À mon avis, je ne dirais pas qu'il s'agit de l'IXP. Il s'agit d'une question assez complexe. Les points d'échange agissent comme un point où les opérateurs se regroupent et dans la plupart des cas, j'ai témoigné que les points d'échange peuvent représenter une communauté et au sein de la communauté, vous aurez les techniciens qui travaillent au niveau des points d'échange Internet. Vous aurez des gens dans le département de marketing qui interviennent lorsqu'il y a une difficulté et ceci représente un moyen d'intervenir à la société civile, mais aussi, je dirais que je n'ai pas d'autre idée en ce qui concerne ceci. Je pourrais revenir à cette question un peu plus tard. Une question de Michel. Il n'y a pas de rôle en tant que tel. Le régulateur, de parce que je témoigne en France, en Allemagne, en Suisse,
ils n'ont pas vraiment de rôle assigné. Ils ne jouent pas vraiment un rôle dans ce cas. Moi-même, je suis responsable d'un point d'échange à Zurich avec un groupe d'autres personnes et nous n'avons pas demandé la permission et je pense que je réponds également à la question. Normalement, c'est tout le monde. Si vous pouvez rendre disponibles les ISP gratuits, vous pouvez créer un point d'échange Internet. Je ferai quand même attention au suivant. Si vous voulez faire quelque chose pareil, il y a une régulation d'une interception en ligne avec la loi. Le régulatoire peut ne pas apprécier l'échange des réseaux. Cela veut dire que le régulateur n'a pas un moyen direct pour gérer, peut-être malheureusement, quand malheureusement il y a des fermetures du réseau Internet ou quand le gouvernement sollicite le fournisseur de services de le faire. Le gouvernement aimerait peut-être trouver des moyens de créer, de bloquer ou de fermer, de rendre inaccessibles certaines ressources, certaines données. Dans ce cas, on peut vous aider avec ceci. Nous avons un groupe de personnes dans un projet qui peuvent vous aider à vérifier la régulation et mieux comprendre ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. Oui, oui, le chiffrement. Le chiffrement n'est pas lié au point d'échange Internet. Ces points permettent l'échange du trafic. Le trafic qui dépasse le point d'échange peut être chiffré, peut ne pas l'être, mais ceci n'a pas d'importance pour le point d'échange Internet. Il n'y a pas de relation entre ces deux choses. Quels sont les avantages avec le censeur de l'Internet en Afrique? Quels sont les avantages des XP? Nous ne sommes pas en train de parler de changer la censure ou de changer la façon dont les gouvernements agissent. Nous sommes en train de parler des fournisseurs de services Internet et une meilleure connexion pour sécuriser Internet, indépendamment de l'interconnectivité des fournisseurs de services. Le gouvernement peut censurer Internet, malheureusement. Dans ce cas, nous ne considérerons pas ceci lorsqu'on prend en considération les points d'échange. Nous essayons de convaincre les gens quant à l'utilité des points d'échange. La censure est un autre niveau avec lequel auquel nous n'avons pas vraiment de solution. Il n'y a plus de questions. Est-ce que vous pouvez confirmer ceci, Victor? Il n'y a plus de questions dans la boîte à messages? Je ne vois plus de questions. C'est bon, tu peux continuer.
Alors, que faisons-nous dans notre projet? Nous voulons que les IXP soient durables et assurent la pérennité. C'est ce que nous avons dit hier. Le mot-clé est durable. Durable parce que nous voulons qu'un point d'échange démarre et notre objectif d'aider les personnes sur terrain à créer un point d'échange durable et aider ces gens à rendre ces points d'échange durables, le plus durable possible pour que ce dernier soit à leur service pour les années à venir. Cela ne sert à rien de commencer un point d'échange qui ne durerait pas puisqu'il n'y a personne qui prenne en charge la responsabilité de l'administrer en l'absence d'une personne responsable. Il faut que la communauté soit intéressée par la mise en place d'un point d'échange. Nous appuyons la mise en place des IXP pour que les fournisseurs de services comprennent l'importance d'échanger le trafic localement. Nous aidons également les décideurs politiques à mieux comprendre l'importance d'appuyer un point d'échange Internet dans leur pays. Nous discutons avec des associations d'ISP au niveau régional. Il y a IFAEX, le point d'échange de l'Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, je ne me rappelle pas des dénominations spécifiques, mais un point d'échange Internet ne marche que lorsqu'il y a des communautés autour. Il y a beaucoup de discussions en cours liées à la coopération des opérateurs pour le rendre utile et aux communautés. Je peux suggérer peut-être que Victor peut m'appuyer. Il y a un article très intéressant que j'ai traduit récemment qui est disponible sur le site de l'ISOC. Les points d'échange en Italie ont pu garder le trafic des données au niveau local et j'ai traduit cet article de l'italien en anglais et disponible sur le site web de l'ISOC. Ça fait partie des articles les plus récents publiés. Si Victor peut vous donner le lien, je serai ravie. Vous pouvez voir comment tout cela se passe. Oui, Max, je vais retrouver l'article tout de suite et partager dans le chat. Les coûts pour les opérateurs italiens a baissé. Normalement, il s'agit d'un regroupement des opérateurs, donc les les techniciens donc au sein de ces opérateurs, aussi les agents de la réglementation qui participent aux réunions. J'ai également constaté qu'il y avait des réunions justement qui invitaient parfois les forces de l'ordre afin de discuter avec les opérateurs donc pour traiter de ces différentes questions. Donc, il s'agit donc des opérateurs et de tout autre professionnel donc impliqués, ainsi que des membres du gouvernement. L'Internet Society aussi essaie de participer. Il y a également, donc avant de travailler pour l'ISOC, je travaillais pour donc, le registre européen d'Internet qui opérait en Asie. Et nous participions donc à ces réunions qui étaient organisées par les groupes d'opérateurs de réseau. Donc, la communauté est assez large
et comprend les opérateurs de réseau ainsi que tout autre professionnel associé. Je vois qu'il y a une main levée, il me semble. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question de vive voix? Je vois. Oui, Michaud. Michaud, Michaud, tu peux poser ta question. Tu peux juste ouvrir ton microphone et oui, on t'entend. Merci beaucoup, Michaud. Très bonne question, Max. Je te laisse répondre. donc le fait que les IXP soient en place, c'est déjà une bonne chose. Il est bon qu'il y en ait 3 en RDC. Maintenant, lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'impact, je suppose que vous indiquez qu'il n'y a pas d'impact, que vous ne voyez pas une baisse dans les coûts de connexion, que vous ne voyez pas qu'il y ait une meilleure qualité en termes de connexion. Je pense que ceci est dû au fait que peut-être tous les opérateurs ne participent pas à l'échange d'Internet, ne participent pas à l'échange de trafic. Je pense que c'est la raison principale, mais je serais ravie de discuter de cela avec mes homologues ainsi qu'avec Victor. Nous avons Michuki Mwange qui se trouve au Kenya. Nous avons un autre confrère, Terengai, je pense qu'il est au Zimbabwe. Nous avons aussi un autre collègue qui se trouve en Éthiopie qui s'appelle Dawit. Donc, je pourrais donc discuter de cela avec eux et avec vous-même. Donc, je vous communiquerai mon adresse email à la fin de cette session et je vous prie de bien vouloir m'envoyer un mail en français. Il n'y a pas de problème. Et je serais ravie donc de justement apporter plus d'éléments de réponse et de détails concernant les problèmes que vous avez identifiés, car il peut y avoir diverses raisons pour justifier justement la situation en RDC. Merci beaucoup, Max. Et Michaud, on va effectivement faire le suivi avec toi. C'est une très bonne question. Je pense que c'est une question qui revient généralement où les utilisateurs finaux ne sentent pas l'impact du point d'échange et cela pourrait pousser certains à croire qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir un point d'échange vu que ça n'améliore ni les coûts ni la qualité. Donc, effectivement, on va faire le suivi avec toi. Je vois Raphaël aussi à la main levée. Raphaël, tu peux poser ta question?
Merci, Raphaël. Max, tu te laisses répondre. Oui, encore une fois, il s'agit d'une question assez précise et je préfère y répondre après avoir pris le temps justement d'avoir réuni toutes les informations. Dans tous les cas, je vous suggère de m'envoyer un email à moi-même et à Victor et je pense que nous pourrons en discuter encore une fois avec les confrères qui se trouvent en Afrique et voir comment nous pouvons éventuellement proposer une meilleure voie afin que l'Internet soit meilleur également dans votre pays. Encore une fois, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre dans l'immédiat, mais j'ai besoin d'avoir toutes les données, toutes les informations. Il y a une autre question. Donc, Olivier, qui avait déjà levé la main auparavant, et je souhaiterais répondre à cette question brièvement puisqu'elle a l'air assez courte. So we have noticed that along with IXPs, we also have a data center implemented. Donc, je vais répondre rapidement. Donc, l'IXP doit être mise en place dans un centre de données, car c'est là que les opérateurs mettent en place les appareils ainsi que les routeurs. Donc, ceci facilite la mise en place de l'IXP. Il y a également un environnement favorable et donc le centre de données ou le data center permet d'avoir toutes les meilleures conditions réunies, à savoir aucune coupure d'électricité. Et ceci permet donc d'avoir toutes les conditions pour héberger les différents appareils qui sont nécessaires, que ce soit les interrupteurs et tout autre matériel nécessaire au bon fonctionnement de l'IXP. Donc, normalement, l'IXP ne se trouve pas près d'un centre de données, mais plutôt est hébergé à l'intérieur de ce centre de données. Normalement, il n'y a pas de rôle direct que les IXP peuvent jouer, mais il est possible toutefois de discuter encore une fois de l'accès universel. Encore une fois, ceci dépend de la communauté. Donc, toute entité peut créer un IXP. Dans certains pays, un particulier peut mettre en place l'IXP ou alors un groupe de personnes ou un groupe de fournisseurs qui peuvent décider de créer un IXP. Autrement, il peut s'agir d'une entité privée. Vous avez Asteroid, donc une entité privée. Vous avez aussi Equinix, qui se charge des centres de données et des IXP. Donc, il s'agit de différents types d'entités, à vrai dire. Je pense que cette question d'Olivier était liée à une autre question qui a été posée auparavant, mais je ne me souviens plus de laquelle. Donc, je vous demanderai, oui, Victor, peut-être que vous pouvez m'aider? Oui, justement, je pense que Marx a déjà parlé de cette question sur le modèle économique du point d'échange. Très bien. Donc, je vais répondre brièvement à cette question. Donc, il s'agit d'un point d'échange. Donc, lorsqu'on parle ici de ISP, il s'agit d'un fournisseur d'accès Internet. Mais pour le mobile money, il s'agit d'un sujet
tout autre qu'il faudrait aborder ultérieurement parce qu'il ne s'agit pas du projet que nous traitons aujourd'hui. Le régulateur peut jouer un rôle très important. Je vous ai indiqué qu'en Europe, la plupart du temps, donc ces régulateurs ne sont pas impliqués parce qu'il n'y a pas vraiment de réglementation et ceci donc permet d'accroître les IXP. Donc, il pourrait aider en ne mettant pas en place de régulation trop stricte. Normalement, donc nous aidons par le biais de formations que nous dispensons. Nous pouvons aussi parfois débloquer quelques fonds pour constituer une base de départ. Mais la suggestion que je vous présente et à tous les autres participants qui souhaiteraient donc créer un IXP dans leur pays, il s'agit donc de contacter Victor et aussi me contacter. Donc, vous pouvez m'envoyer un courriel et je vous mettrai en relation avec les personnes qui opèrent dans la région. Vous pouvez aussi vous adresser à Victor, car Victor a les contacts nécessaires pour vous aider. La prochaine question donc est de savoir si l'ISOC organise des formations sur l'IXP. Oui, nous avons des formations. Encore une fois, Victor donc est la personne que vous devez contacter afin qu'il puisse vous indiquer les dates des prochaines formations et ainsi vous pourrez vous inscrire et y prendre part. Il me semble qu'il y a une formation qui traite des IXP. Comment pouvons-nous évaluer les services des FSI, donc des fournisseurs d'accès? Je vis en Haïti et parfois, on peut dire qu'il n'y a pas d'ISP. Donc, il y a différents moyens donc d'évaluer les services des ISP. Vous pouvez, encore une fois, m'envoyer donc un courriel. J'afficherai mon adresse email et je pourrai vous répondre donc par email afin de vous indiquer aussi comment votre connectivité fonctionne. Je souhaiterais savoir si une organisation peut faire l'installation des services, des réseaux communautaires ou des services Internet communautaires. Il s'agit donc d'un sujet qui ne nous concerne pas vraiment pour le module d'aujourd'hui. Je suis à la tête donc du projet pour l'infrastructure et le développement de communautés. Encore une fois, vous avez un excellent collègue dans la région, vous avez Shernon, et je sais qu'il est en contact avec les personnes en Haïti. Donc, je vous suggère, donc, encore une fois, de m'envoyer un message. Et Shernon se trouve à Curaçao, donc il est dans la même région que vous et je pense qu'il sera en mesure de vous aider. Et quel est le background technique nécessaire, formation ou expérience professionnelle pour mettre en place un IXP au sein de sa communauté? Vous avez besoin donc d'avoir des connaissances sur le fonctionnement des réseaux, mais encore une fois, nous pouvons vous aider dans ce domaine. Je pourrais personnellement vous aider dans ce domaine car je suis en charge donc de la gestion d'un IXP à Zurich en Suisse. Donc ceci nécessite bien sûr des connaissances, mais des connaissances pas si approfondies que cela, du moins pour commencer. Donc vous pouvez déjà commencer et approfondir par la suite. Je vais donc arrêter de répondre aux questions. Je vois que Raphaël a la main levée. Mais je souhaiterais aussi pouvoir finir ma présentation car il me reste encore quelques diapositives.
Donc, à moins que la question de Raphaël soit une question rapide, je souhaiterais poursuivre ma présentation et vous montrer la deuxième partie donc, de ma présentation, si vous me le permettez. Oui, je pense. Oui, Max, tu peux continuer. Donc, que pouvons-nous fournir? Nous fournissons l'appui donc à la communauté pour la mobilisation de la communauté. Nous fournissons également des formations en IXP. Nous avons aussi des forums pour le peering. À l'heure actuelle, je prépare donc un forum sur le peering avec une série d'événements qui seront menés pour l'Asie centrale. Donc, une série d'événements qui seront tenus virtuellement. Nous avons aussi prévu des événements pour l'Afrique. Comment pouvez-vous donc prendre part à ce projet? Donc, vous pouvez donc créer un IXP en vous inspirant donc de l'expérience des autres chapitres ISOC. Donc, vous avez l'Inde, Calcutta, Palestine, pour vous aider donc à créer votre IXP local. Ensuite, il s'agit aussi donc d'impliquer les parties prenantes qui comprennent l'importance donc pour la mise en place de l'IXP. Et nous avons maintenant la deuxième partie du projet. Donc, nous aidons la communauté à se développer. Et nous faisons ceci parce que nous estimons que donc Internet est plus fort lorsqu'il y a une forte communauté technique pour l'appuyer. Bon nombre de pays disposent donc de groupes d'opérateurs de réseau assez robustes, des communautés assez larges, où il y a un véritable échange d'informations, un échange également de connaissances sur la manière dont il faut justement gérer ce réseau et comment aussi interagir avec les autres réseaux. Encore une fois, je pense que j'ai aidé donc à la gestion donc du groupe des opérateurs de réseau en Italie. J'ai créé une chaîne sur Telegram et ceci est très facile à faire. J'ai donc créé un groupe sur Telegram. J'ai invité des personnes donc à se joindre à ce groupe et nous avons maintenant près de 940 membres dans ce groupe sur Telegram. 941 membres donc dans ce groupe sur Telegram. Nous avons donc un autre groupe aussi qui rassemble les opérateurs de réseau suisses. Vous avez aussi INOG. Donc, il s'agit de communautés assez larges. Donc, la plupart d'entre vous parlez français. Donc, si vous voulez comprendre comment ces groupes sont gérés, vous pouvez voir France Nog, FRNOG. Donc, c'est un groupe qui opère essentiellement via courriel, mais il discute justement de ce sujet des IXP. Vous avez donc ces chaînes de courriel aussi que vous pouvez consulter et qui vous permettront aussi de comprendre comment cette communauté technique fonctionne. Et vous pouvez aussi apprendre de cette communauté à travers la gestion du groupe d'opérateurs de réseau en Italie. J'apprends quelque chose de nouveau tous les jours. Je suis toutes ces discussions, je consulte les questions qui sont posées dans ce groupe, les réponses qui sont apportées également. Et c'est un moyen pour moi aussi d'apprendre beaucoup de choses. Donc, cette partie du projet est celle que nous voulons utiliser pour renforcer la communauté et son engagement. Ceci permet également de discuter de différents sujets.
Donc, bien sûr que nous faisons ceci avec les groupes d'opérateurs de réseau. Nous faisons ceci aussi avec les NREN, ou les réseaux nationaux de la recherche et de l'enseignement. Nous avons aussi les équipes d'intervention informatique. Nous avons aussi les différents registres régionaux d'Internet, ainsi que d'autres types de réseaux. J'ai également fait mention donc de différentes plateformes, notamment Netflix ou autres, donc qui sont mondialement connus. Nous avons également des domaines nationaux de premier niveau. Et ceci permet d'élargir la communauté. Donc, à travers ce projet, nous essayons d'appuyer les nouvelles communautés. Nous voulons aussi faciliter ou aider à la pérennisation des communautés existantes. Nous avons un événement qui se tient annuellement, à travers lequel nous fournissons des formations ainsi que des opportunités de partenariat. Nous essayons aussi de débloquer des fonds pour la tenue d'événements. Par exemple, en Europe, nous avons eu aider la mise en place, disons, la tenue d'un événement pour un groupe d'opérateurs de réseau danois. Il s'agit aussi donc de proposer des solutions de dépannage lorsque des difficultés se présentent. Donc, nous avons aussi aidé ce groupe d'opérateurs de réseau financièrement parce qu'il y a eu quelques coûts pour justement la mise en place donc d'une partie de l'infrastructure, et nous avons estimé qu'il était important justement de les aider financièrement. Donc, ce que je souhaiterais que vous reteniez de ce projet, c'est déjà cette question: est-ce que vous êtes impliqué dans votre communauté? Êtes-vous au courant de ce qui est fait? Vous pouvez donc participer dans ce projet dans le cadre du renforcement de capacité en identifiant donc les besoins en formation, voir où il y a des lacunes de connaissances, et aussi participer au renforcement de la communauté. J'ai déjà fait ceci par le passé en créant, comme je l'ai indiqué, un groupe sur Telegram, un groupe sur WhatsApp. Vous pouvez aussi utiliser Signal ou d'autres systèmes de messagerie. Il s'agit de créer un environnement où justement les membres se sentent à l'aise et souhaitent contribuer. Ensuite, vous pouvez alors organiser des événements techniques avec la communauté sur le terrain, ou des événements où vous expliquez exactement ce qu'on entend par échange Internet, et ceci permettra justement de mobiliser davantage de personnes autour de ces IXP. Nous avons ensuite un catalogue. Victor donc, vous poussera à vous impliquer davantage pour ce catalogue. Nous avons des activités que vous pouvez mener, des activités justement que nous souhaiterions que vous mettiez en œuvre. Donc, il s'agit d'un résumé de ce que je vous ai déjà indiqué. Donc, il s'agit notamment d'organiser des activités de formation, et aussi faire un travail de plaidoyer pour l'IXP, ou faire un travail de promotion. Donc, ce sont des tâches assez faciles, je dirais. Il s'agit aussi donc d'identifier notamment le développement local pour donc le développement de l'infrastructure de la communauté, appuyer aussi appuyer donc la traduction du contenu de formation technique. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait il y a plusieurs années. Justement, je me chargeais de la traduction de ces supports vers l'italien. Et ceci m'a permis justement d'étudier davantage la question et d'en apprendre plus. Donc, essayez de voir quels sont les contenus qui sont à votre disposition, et vous pouvez ensuite les traduire, et à travers la traduction, vous pouvez les étudier. Et ainsi, vous pourrez donc les mettre à la disposition d'un plus grand nombre de personnes. J'arrive au terme de ma présentation. Nous avons ici donc un résumé de ce que nous avons accompli en 2020. Nous avons donc formé 600 personnes en termes d'opération de réseau. Nous avons tenu 30 réunions et ateliers virtuels
et avec 2000 personnes qui ont participé. Nous avons aussi collaboré avec 18 partenaires et nous avons également appuyé 26 IXP à travers le monde. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais vous communiquer mon adresse mail dans la boîte à discussion afin que vous puissiez m'envoyer donc vos questions, vos commentaires. Ah, je vois qu'il y a une question. Est-ce que je peux traduire vers la langue Hausa? Est-ce qu'il s'agit d'un dialecte ou d'une langue locale? Je suis désolée. S'il s'agit d'une langue locale ou d'un dialecte, je pense que ce serait une bonne idée. Ceci permettra à la communauté Hausa de comprendre les choses, de comprendre le contenu. Donc, ma réponse serait oui. Tout à fait, Max. Merci beaucoup. Et je pense que ceci est la fin de ta présentation. Et j'ai vraiment apprécié le modèle de présenter en répondant en même temps aux questions. Je pense que c'était vraiment interactif et je pense que comme moi, les participants ont aussi aimé. Il y a eu beaucoup de liens partagés dans le chat, des liens que vous pouvez utiliser pour approfondir vos connaissances. Il y a effectivement un cours sur les opérations réseau que l'Internet Society offre gratuitement depuis beaucoup d'années. Et je crois qu'il y a une session qui va commencer le 19 avril, dont les inscriptions sont en cours jusqu'au 18. Donc, n'hésitez pas de vous inscrire. Il y a le lien qui a été mis dans le chat et je remets encore le lien vers le cours l'inscription en français. Donc, ça va vraiment vous permettre à ceux qui veulent approfondir leurs connaissances afin d'aider non seulement à la mise en place et la pérennisation du point d'échange, mais aussi aider à développer les communautés techniques au niveau local. C'est une grande composante de ce projet, comme Max a indiqué. Je suppose que toutes les questions ont été adressées. Merci beaucoup, Kelly. Kelly a mis beaucoup de liens aussi dans le chat et la présentation de Max et aussi l'enregistrement vous seront envoyés pour révision. Donc, sur ce, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais donc, une fois de plus, repasser la parole à Max pour un mot de fin. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir pris la peine d'être ici et d'avoir été actif. Je vois Eric a noté quelque chose. Donc, j'ai participé à ce type de formation un bon nombre de fois et souvent, nous passons donc trop de temps sur les diapositives, mais je pense que ma technique était la meilleure. Donc, merci pour votre commentaire, votre suggestion. J'y réfléchirai pour la prochaine session, mais je souhaiterais remercier. Je vois qu'il y a plus de 60 personnes qui ont pris la peine de participer. J'espère que ceci donc suscitera plus d'intérêt dans les semaines à venir afin que nous puissions peut-être faire plus de travail dans la région pour justement aider à la création d'un plus grand nombre de points d'échange Internet et aussi faire en sorte qu'il y ait un Internet plus robuste. Je vous remercie. Merci encore, Max. Merci encore à tous et à très bientôt.
Et je mentionnerai, comme je l'ai dit à l'ouverture, qu'il y a une communauté Connect qui a été créée pour justement permettre à la conversation de continuer après ce webinaire. Donc, vous allez recevoir une invitation pour rejoindre la dite communauté. Et les questions qui n'ont pas été complètement répondues vont également pouvoir être adressées via cette communauté ou directement, on va se connecter avec la personne qui a posé la question. Merci encore. Très bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit ou bonne matinée, indépendamment du coin du monde où vous vous trouvez. Merci encore, Max. Merci à nos interprètes pour l'excellent travail. Et merci à Jolie pour la transmission en direct. Et merci aussi à ma collègue Kelly pour le soutien pendant la présentation de Max. À bientôt.